Vous pouvez dépenser 300 $ pour une veste synthétique moderne et pourtant frissonner quand la température descend à 40 degrés. Pourtant, une personne vivant au Moyen Âge, vêtue simplement de laine ordinaire, pouvait rester au chaud même quand le thermomètre tombait à moins 40 degrés Fahrenheit. Alors pourquoi cela arrive-t-il? La réponse va probablement vous surprendre. Votre veste coûteuse n'est pas réellement le problème. Le vrai problème se trouve dans ce que vous portez en dessous. Ce simple t-shirt en coton que presque tout le monde met chaque jour pourrait être la raison principale pour laquelle votre corps n'arrive pas à garder la chaleur. Et une fois que vous comprendrez ce qui se passe réellement, vous ne regarderez plus jamais vos vêtements d'hiver de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez découvrir des connaissances oubliées et comprendre comment les gens du passé survivent dans des conditions extrêmes, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Chaque semaine, nous explorons des savoirs anciens qui pourraient encore nous être utiles aujourd'hui. Maintenant, revenons à notre question. À cause du confort moderne, nos corps ont lentement perdu une grande partie de leur capacité naturelle à produire et conserver la chaleur. En même temps, nous avons oublié une méthode extrêmement efficace que les gens utilisaient pendant des siècles pour survivre aux hivers les plus rudes. Cette méthode s'appelait simplement le système des 3 couches. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les vêtements médiévaux fonctionnaient si bien et pourquoi les nôtres échouent souvent à nous protéger correctement du froid. Commençons par regarder le problème principal qui se cache dans presque toutes les armoires modernes. Le coton. Le coton est une matière douce, agréable à porter et très répandue. Mais il possède une caractéristique qui devient extrêmement dangereuse lorsqu'il fait froid. Le coton absorbe l'eau très facilement. Si vous transpirez légèrement, si une petite pluie tombe ou si l'humidité de l'air se dépose sur vos vêtements, le coton agit comme une éponge. Il absorbe cette eau et la garde. Et c'est exactement à ce moment que le problème commence. Quand le coton devient humide, sa structure change complètement. Les petits espaces d'air qui existaient entre les fibres et qui pouvaient aider à conserver un peu de chaleur disparaissent presque entièrement. Le tissu se tasse, les fibres se redressent et s'aplatissent contre la peau. À ce moment-là, votre couche intérieure cesse de fonctionner comme protection contre le froid. Au lieu de garder la chaleur de votre corps, elle commence à la retirer. C'est pour cette raison que les spécialistes des activités en plein air répètent souvent une phrase très connue « Le coton tue ». Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est pas une simple formule dramatique. Dans certaines conditions, le coton peut réellement provoquer une perte de chaleur corporelle prolongée. Et cette perte de chaleur peut conduire à l'hypothermie, même lorsque la température extérieure ne paraît pas particulièrement dangereuse. Autrement dit, peu importe la qualité ou le prix de votre manteau extérieur, si la couche la plus proche de votre peau vous refroidit, votre corps perdra de la chaleur malgré tout. Mais le problème ne s'arrête pas seulement au choix des matériaux. Il existe aussi une transformation profonde dans la manière dont nous vivons aujourd'hui. Les personnes modernes passent la majorité de leur temps dans des environnements dont la température est soigneusement contrôlée. Nous quittons une maison chauffée pour entrer dans une voiture chauffée, puis dans un bureau climatisé ou chauffé. Nos corps rencontrent rarement le froid naturel, sauf dans des situations très courtes. Et cette chaleur constante a un effet inattendu. Elle affaiblit progressivement la capacité naturelle du corps humain à se défendre contre le froid. Les gens du Moyen Âge vivaient dans des conditions très différentes. Leur corps réagissait plus rapidement au froid. Ils frissonnaient plus tôt et plus intensément. Leur circulation sanguine s'adaptait plus vite, éloignant le sang des mains et des pieds pour protéger les organes essentiels. Ce n'était pas un choix volontaire, c'était simplement le résultat de leur environnement quotidien. Un habitant du Moyen Âge vivait selon le rythme des saisons. Il passait de nombreuses heures à l'extérieur presque tous les jours, que ce soit pour travailler, voyager ou s'occuper des tâches quotidiennes. Les maisons n'étaient pas parfaitement isolées. Le chauffage provenait souvent d'un seul foyer central. Les courants d'air étaient fréquents et la température intérieure variait constamment. Le corps humain devait donc s'adapter en permanence. Cette adaptation rendait les gens naturellement plus résistants au froid que la plupart d'entre nous aujourd'hui. Nous avons remplacé cette résistance par le confort. Le chauffage central nous permet de porter des vêtements inadaptés à l'hiver sans ressentir immédiatement les conséquences.
Nous pouvons sortir avec un jean en coton et un simple sweat léger parce que nous savons que la chaleur artificielle n'est jamais très loin. Mais ce confort cache une fragilité. Et cette fragilité ne concerne pas seulement nos corps, elle concerne aussi nos maisons. Dans le monde moderne, nous pouvons nous permettre de construire des bâtiments mal isolés parce que l'énergie reste relativement bon marché. Si chauffer une maison inefficace ne coûte que quelques dizaines de dollars par mois, alors l'efficacité thermique cesse de devenir une priorité. Les gens du Moyen-Âge n'avaient donc pas ce luxe. Leurs vêtements pouvaient aussi refléter leur statut social. Mais pendant l'hiver, la priorité absolue restait toujours la même: rester en vie. La tunique épaisse en laine d'un paysan et la cape bordée de fourrure d'un noble avaient des styles différents, mais elles remplissaient exactement la même fonction essentielle: conserver la chaleur. Choisir des vêtements élégants mais inefficaces n'était pas seulement une mauvaise décision de mode, cela pouvait être fatal. Cette différence devient particulièrement visible lorsqu'une panne d'électricité se produit aujourd'hui. Dans une maison moderne moyenne, la température intérieure peut perdre environ 1 degré chaque heure lorsque le chauffage s'arrête. Lors d'un hiver très froid, une maison peut devenir dangereusement glaciale en seulement 12 heures. Nos habitations sont devenues thermiquement fragiles, elles dépendent entièrement d'un flux constant d'énergie. Sans cette énergie, elles cessent presque immédiatement de protéger leurs habitants. En comparaison, certaines constructions médiévales, en Scandinavie et en Russie, racontent une histoire très différente. Certaines de ces maisons, qui existent encore aujourd'hui, peuvent rester suffisamment chaudes pour être habitables pendant plusieurs jours de tempête de neige à moins 40 degrés, même avec un seul feu allumé chaque jour. Dans certains cas, la température intérieure reste au-dessus du point de congélation pendant plus de 3 jours sans aucun feu. Cela ne relève pas de la magie. C'était le résultat d'une compréhension très précise des lois naturelles de la chaleur. Les gens du Moyen-Âge avaient compris quelque chose que nous avons presque oublié: le corps humain produit déjà de la chaleur, mais seulement si on lui donne les conditions nécessaires pour la conserver. Et c'est exactement là que leur système de vêtements devenait extraordinairement intelligent. Les gens du Moyen-Âge évitaient complètement le problème du coton en fabriquant leurs vêtements avec des matériaux qui travaillaient en harmonie avec le corps humain. Ils avaient même un proverbe assez direct: seuls les paresseux et les imprudents attrapent froid. Ce n'était pas une insulte. C'était plutôt une observation pratique sur la manière de rester en vie dans un environnement difficile. Pour eux, survivre à l'hiver n'était pas une question de chance. Cela demandait des connaissances, de l'expérience et la bonne méthode appliquée correctement. Heureusement, nous ne sommes pas obligés d'imaginer comment ces systèmes fonctionnaient. Depuis plusieurs années, la glace révèle lentement des preuves incroyablement précises. En Norvège, un projet appelé Secrets of the Ice explore les glaciers qui fondent à cause du réchauffement climatique. Depuis plus de 10 ans, les chercheurs y découvrent des objets parfaitement conservés qui ont été piégés dans la glace pendant des siècles. Ces découvertes ne sont pas des illustrations idéalisées dans des livres d'histoire. Ce sont de vrais vêtements, portés par de vraies personnes qui ont traversé des conditions météorologiques qui seraient aujourd'hui dangereuses pour beaucoup d'entre nous. En 2019, les chercheurs ont découvert un objet particulièrement fascinant dans un ancien passage de montagne utilisé par les Vikings. C'était une moufle complète en laine tricotée. Elle était restée enfermée dans la glace pendant plus de 1000 ans. Lorsque les experts l'ont examinée, ils ont remarqué quelque chose de remarquable. Le fil de laine était très épais et serré, et le motif de tricotage formait une structure complexe capable de créer de nombreuses couches d'air emprisonnées. Ce n'était pas un simple accessoire vestimentaire, c'était un véritable équipement de survie. D'autres découvertes ont révélé des tuniques complètes datant de l'âge du fer. L'analyse des motifs de tissage montre que les artisans possédaient une compréhension très avancée de la manière dont la chaleur se déplace et se conserve. Dans certains vêtements, différentes épaisseurs de fil étaient utilisées dans une seule pièce de tissu. Les zones soumises à une forte tension étaient tissées plus serrées afin de renforcer la solidité. D'autres parties étaient tissées de manière plus souple afin de retenir davantage d'air chaud. Chaque détail du vêtement avait une fonction précise liée à la chaleur et à la durabilité. Mais la preuve la plus claire de l'efficacité de ces systèmes vient de l'histoire médiévale de la Russie.
Des documents anciens décrivent des hivers pendant lesquels la mer Baltique gelait complètement. Les navires restaient prisonniers de la glace depuis novembre jusqu'à avril. Ce n'était au moins pas simplement quelques jours froids, c'était de longues périodes de température extrêmement basses, souvent plus froides que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, la vie ne s'arrêtait pas. Les chroniques historiques décrivent dans des marchés animés, des constructions en cours et des activités commerciales normales malgré ces hivers sévères. Comment était-ce possible? Le secret résidait dans leur système vestimentaire. Les fouilles archéologiques menées dans d'anciens sites russes montrent très clairement l'utilisation d'un système à 3 couches. La première couche était un sous-vêtement en lin porté directement contre la peau. Cette couche n'était pas destinée à fournir de la chaleur. Son rôle principal était de gérer l'humidité et de maintenir la propreté. Les habitants du Moyen Âge avaient compris quelque chose d'important. Les vêtements en laine étaient matériaux précieux et difficiles à nettoyer. Les laver trop souvent pouvait les abîmer. Le sous-vêtement en lin servait donc de barrière lavable. Il absorbait la sueur et les huiles du corps, protégeant ainsi la laine. Mais le lin possédait aussi une propriété très utile. Contrairement au coton, les fibres de lin transportent naturellement l'humidité loin de la peau. Lorsque vous transpirez, le lin attire l'humidité et la déplace vers l'extérieur sans perdre sa structure. Les fibres ne s'aplatissent pas et ne se collent pas contre la peau comme celles du coton lorsqu'elles deviennent humides. Elles gardent leur forme et continuent à déplacer l'humidité loin du corps. Grâce à ce système, la peau restait plus sèche et la couche chaude restait propre plus longtemps. Les gens pouvaient porter la même tunique en laine pendant de longues périodes parce que le lin en dessous absorbait la saleté et pouvait être lavé régulièrement. La deuxième couche était la tunique en laine. C'était la partie principale du système thermique. Son rôle était simple: retenir la chaleur produite par le corps. La véritable intelligence du système apparaissait dans sa modularité. Si davantage de chaleur était nécessaire, il suffisait d'ajouter une couche supplémentaire de laine. Dans la Russie médiévale, les hommes pouvaient apporter plusieurs rukasses les unes sur les autres. Les femmes pouvaient ajouter un vêtement supplémentaire appelé kurt par-dessus le premier. Chaque nouvelle couche augmentait la quantité d'air emprisonné entre les fibres et entre les vêtements. Et cet air emprisonné était la clé, car en réalité, ce n'est pas la fibre elle-même qui vous garde au chaud, c'est l'air. La version la plus avancée de ce système était le gambson. Le gambson était une veste matelassée, remplie de fibres de laine, ou parfois de lin. Le matelassage créait de nombreuses petites sections cousues séparément. Chaque section formait une petite poche d'air isolante. Cette structure empêchait le rembourrage de se déplacer ou de s'écraser avec le temps. Chaque compartiment restait gonflé et continuait à retenir la chaleur. Si une zone était comprimée par un mouvement ou un poids, les autres zones continuaient à fonctionner. Le gambesson présentait aussi un autre avantage important. Il distribuait la chaleur corporelle de manière uniforme. Au lieu d'avoir certaines zones trop chaudes et d'autres trop froides, la chaleur était répartie sur l'ensemble du corps. C'est exactement le même principe que l'on retrouve aujourd'hui dans les sacs de couchage modernes utilisant des compartiments matelassés. Mais la raison principale pour laquelle la laine fonctionnait si bien vient de la structure microscopique de ses fibres. Chaque fibre de laine possède une forme naturellement ondulée. Si l'on observe une fibre de laine au microscope, elle ressemble à un petit ressort spiralé. Ces fibres élastiques créent naturellement des millions de petites poches d'air dans le fil et dans le tissu. Et ces poches d'air sont maintenues par la forme même de la fibre. Contrairement au coton, les fibres de laine ne s'aplatissent pas complètement lorsqu'elles sont mouillées. Elles conservent leur forme ondulée et continuent à retenir l'air chaud. C'est pour cette raison que la laine est célèbre pour sa capacité à isoler même lorsqu'elle est humide. Cette caractéristique a sauvé d'innombrables vies au cours de l'histoire. La troisième couche du système avait un rôle différent. Elle servait de protection contre le vent et les intempéries. Cette couche pouvait prendre plusieurs formes. De lourdes capes en laine épaisse, des manteaux doublés de fourrure pour les plus riches, ou des vêtements en cuir destinés à bloquer le vent. Son objectif était simple: arrêter le vent et empêcher la pluie d'atteindre les couches isolantes situées en dessous. Les capuchons médiévaux étaient également très ingénieux. Des vêtements comme le goudjel ou le chaperon ne couvraient pas seulement la tête.
Ils enveloppaient aussi le cou et les épaules, fermant ainsi l'une des principales ouvertures par lesquelles la chaleur corporelle peut s'échapper. Dans ce système, chaque détail comptait. Les manches étaient carrément conçues pour se chevaucher avec les gants ou les moufles. Les tuniques descendaient sous la taille afin de recouvrir les vêtements des jambes. Le capuchon se connectait aux épaules pour éliminer les espaces ouverts. Les habitants du Moyen Âge avaient compris une règle simple mais essentielle. Un système thermique n'est jamais plus efficace que son point le plus faible. Leur tenue complète était donc conçue comme un système parfaitement fermé. Pour eux, ce n'était pas simplement de la mode, c'était une ingénierie de survie. Pour comprendre pourquoi les vêtements médiévaux étaient aussi efficaces, il faut aussi regarder la science qui se cache derrière les matériaux naturels. La laine possède une propriété particulièrement remarquable appelée l'anoline. La lanoline est une substance cireuse produite naturellement par la peau des moutons. On l'appelle parfois graisse de laine, mais ce n'est pas vraiment une graisse. C'est un mélange complexe d'esters qui agit comme une protection naturelle contre l'eau. Les vêtements en laine du Moyen Âge étaient souvent peu transformés. La lanoline restait donc présente sur les fibres. Cela signifiait que les gens portèrent presque directement ce que la nature avait conçu. Lorsque la pluie tombait, l'eau formait des gouttes à la surface du tissu et roulait simplement sur le manteau au lieu de pénétrer à l'intérieur. Mais la lanoline possédait aussi une autre capacité étonnante. Alors que la surface de la fibre repousse l'eau liquide, l'intérieur de la fibre peut absorber la vapeur d'eau, parfois jusqu'à environ 30% de son propre poids. Cela crée un système très particulier. La surface reste résistante à l'eau, tandis que l'intérieur peut gérer l'humidité produite par le corps. La laine attire donc la vapeur d'eau loin de la peau sans donner la sensation d'être mouillé. Les matériaux synthétiques modernes tentent d'imiter ce comportement, mais ils n'y parviennent jamais complètement. Beaucoup utilisent des traitements chimiques pour repousser l'eau, mais ces traitements disparaissent souvent après de nombreux lavages. La lanoline, elle, fait partie intégrante de la fibre. Elle peut se renouveler naturellement et fonctionne sans aucune technologie industrielle. La laine possède aussi un autre avantage important. Elle résiste naturellement au feu. Si elle brûle, elle noircit et s'éteint souvent d'elle-même. Les tissus synthétiques, en revanche, fondent et peuvent coller à la peau, provoquant des brûlures graves. Pour des personnes vivant près des feux de camp, des foyers ouverts ou des lampes à huile, cette différence pouvait littéralement sauver des vies. La laine possède même des propriétés antibactériennes naturelles. On peut porter un vêtement en laine pendant longtemps sans qu'il développe d'odeur forte, car la structure des fibres empêche la prolifération rapide des bactéries. Or, pendant des siècles, ces qualités ont fait des fibres naturelles les matériaux les plus fiables pour survivre dans des environnements difficiles. Alors pourquoi avons-nous abandonné ces méthodes ? La réponse se trouve dans l'industrialisation. Lorsque la production de masse s'est développée, la vitesse et le coût sont devenus plus importants que la performance réelle des matériaux. Le coton et les tissus synthétiques pouvaient être produits beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Les systèmes naturels, plus durables mais plus lents à fabriquer, ont progressivement disparu. Pourtant, les lois de la physique n'ont jamais changé. Le corps humain produit toujours de la chaleur. Et les matériaux naturels fonctionnent toujours aussi bien qu'autrefois. Lorsque l'hiver arrive, évitez le coton et privilégiez les couches de laine. Construisez votre propre système thermique en utilisant des matériaux qui travaillent avec votre corps plutôt que contre lui. Ce savoir n'a jamais complètement disparu. Nous devons simplement choisir de l'utiliser à nouveau. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle nous découvrirons des entreprises modernes qui redécouvrent ces techniques anciennes et les appliquent aujourd'hui.